Donc je te parle à toi, je regarde pas la caméra, d'accord? Tout à fait, ça va. Ouais. Comme à la télé, quoi. Ouais, ouais. Alors j'y vais. Est-ce que tu peux faire un clap? Et quand tu as fait le clap, tu peux répondre à la qui es-tu? Tu fais un faux clap. Voilà, je fais un faux clap. Alors, Bertrand Cadar, une. Alors, qui suis-je? Bon, ben voilà, je m'appelle Bertrand Cadar et je suis né en France, dans l'Oise. Et j'ai fait les cours Simon à Paris, ce qui m'a, dans mon adolescence, ce qui m'a donné, disons, les bases principales de la comédie, de jouer la comédie. Et j'ai fait ma carrière en fait dans la radio. Mais ce que j'ai appris au cours Simon, dans les années 60, m'a servi toute ma vie comme animateur de radio. Et donc j'ai travaillé pendant presque 25 ans en radio comme animateur. Et puis en même temps, je faisais du théâtre. En fait, mon rêve, c'était d'être Gérard Depardieu, quoi. Sauf que Gérard Depardieu, il n'existait pas encore. Mais c'était mon idole de l'époque, quand j'étais chez René Simon, c'était Claude Rich. Et d'ailleurs, Claude Rich, il a fait Simon aussi. Il y a plein de gens très connus qui ont fait les cours Simon. Moi, c'était un peu mes idoles. Et donc, comme tous les étudiants en comédie, j'espérais un jour devenir une movie star. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'élus. Non, il y a beaucoup d'appelés, pas beaucoup d'élus, voilà. Mais ça m'a permis de passer une grande partie de ma vie comme animateur de radio. Et en fait, je me suis éclaté parce que finalement, on joue la comédie pareil. Sauf que, bon, les gens ne voient pas, mais on est obligé de livrer le message, de raconter les gaudrioles et les conneries. Ça ferme la personnalité aussi. Voilà, puis ça t'apprend. Alors, toutes les choses que tu apprends, justement, dans des écoles comme René Simon, à articuler, à rythmer ton débit, toutes ces choses-là, quoi. Finalement, tu t'en sers partout. Alors, une présence. Hein? Imposer une présence. Voilà. Et puis surtout, la radio, le public de la radio, finalement, c'est un public, je veux dire, dans les années avant ma génération, c'était dans les années 40, on s'asseyait et on écoutait la radio. C'était avant la télévision, quoi. Je veux dire, on écoutait la radio, c'était tout un... Je me souviens, ma grand-mère, j'habitais à la campagne, dans une ferme dans l'Oise, on mettait la TSF, hein, et la famille, moi j'étais tout petit, la famille s'asseyait et on regardait la TSF, quoi. On l'écoutait, mais on la regardait en même temps presque. On ne parlait pas, on écoutait. Aujourd'hui, la radio, le public qui écoute la radio, ils viennent, ils changent de station, ils conduisent la bagnole. Bon, donc c'est extrêmement difficile, de plus en plus difficile, en fait, de garder l'attention parce qu'en plus il y a de la musique. Alors si l'auditeur n'aime pas cette musique-là, pof, il change. Avant, il disait je vais attendre la fin de la chanson, mais plus maintenant. Donc c'est une école. Ce que je voulais dire, c'est que l'école de la radio, au niveau de la comédie, au niveau de la communication, quoi, avec le public, c'est une école finalement qui est très dure parce que c'est comme si les gens sortaient de la salle. Hein, voilà. Il y avait les séries aussi à l'époque. Alors oui, les feuilletons, il y avait toutes sortes de choses. Je me souviens quand j'étais tout jeune arpète à Europe numéro 1, tous les dimanches, je travaillais pratiquement tous les dimanches pour me faire du fric pour payer les cours Simon. Et il y avait Francis Blanche, et il faisait un programme mais incroyable dont je me suis inspiré d'ailleurs pendant de très nombreuses années dans d'autres programmes. Et j'étais à 100 lieues de me douter qu'un jour je vivrais en Australie. Son programme, ça s'appelait « Les kangourous n'ont pas d'arête ». Et c'était le dimanche soir. Et c'était un truc hilarant. Alors, moi, j'y participais pas, mais je finissais mes heures. Et puis après, j'allais m'asseoir dans la cabine technique et je le regardais travailler, quoi. Je buvais le talent de Francis Blanche, qui était un type d'un talent, mais immense, incommensurable. Voilà, et puis alors, après l'Australie, le cinéma, etc. Et puis, finalement, en fin de parcours, ça me sert encore tout le temps d'avoir suivi des cours de comédie, d'avoir fait de la radio toutes ces années, du théâtre, parce que je suis devenu homme politique. Et dans la politique, on fait du spectacle. Et donc, alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut être un menteur ou un ripou. Bon,
Mais je veux dire, si on ne donne pas... On peut le dire. On peut le dire, ouais. Ce que je veux dire, c'est que si on ne donne pas aux gens un spectacle, où pourtant on défend ses idées, etc., eh ben, ça ne marche pas. Les très grands hommes politiques ou femmes politiques, je pense par exemple à Thatcher, hein, c'était des gens qui savaient se présenter en public, qui savaient en fait faire un show, quoi, qui savaient faire un spectacle. Alors, mais qui derrière, la main de fer dans le gant de velours, mais au départ, les gens qui ne savent pas s'exprimer en public, qui sont intimidés, qui bégayent, même s'ils ont des super idées, ça passe mal. Voilà. Et donc tu es maire de... Alors je suis maire d'un groupement de communes en Tasmanie. Alors la Tasmanie, il y a peut-être des gens qui ne savent pas où c'est. Alors allez à vos cartes, hein. Alors il y a l'Australie, là, on appelle ça la Grande Île, et puis c'est comme une amygdale, tu sais, ça pendouille là-dessous, là, et c'est juste en face de la Nouvelle-Zélande, enfin c'est en face, c'est quand même à 4 heures, mais et je suis justement sur la côte Est, et je suis maire de la moitié de la côte Est, et la côte Est donc qui fait face à la Nouvelle-Zélande, quelquefois pour déconner, quand je rencontre des maires qui viennent de Darwin ou tout ça, qui me disent mais t'es où exactement ? Je leur dis, mais vous savez, par un jour sans vent, où il n'y a pas trop de bruit, si on écoute, vraiment, mais tu vois, on écoute. Ah, alors, on entend les habitants de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande qui sont en train, tu sais, au match du rugby. Ouais. Alors, évidemment, c'est pas du tout vrai, mais voilà, on est en face et c'est une côte absolument magnifique, qui vraiment est unique. C'est une côte granitique qui ressemble un peu à la Bretagne d'ailleurs, et avec un climat doux, tempéré et assez sec. Et voilà, je me suis retrouvé là par hasard et je suis devenu maire encore plus par hasard. Mais bon, la vie est pleine de hasards. C'est ça qui en fait les épices, si je puis dire. Ce qu'on connaît surtout de la Tasmanie par la télévision, c'est le personnage de la Warner Bros. Ah oui, le petit diable. Le petit diable. Oui. Bah oui, d'ailleurs, c'est un grand problème parce qu'on a perdu 80% de diables. Ils ont une tumeur cancéreuse qui a détruit, qui se transmet en plus parce qu'ils se mordent. Et donc, on en a perdu beaucoup et il y a tout un tas d'associations, de gens, enfin, puis il y a des subsides du gouvernement. On a fait plusieurs, ce qu'on appelle Devil Island, c'est-à-dire des enclos entre 30 et 60 hectares, où les diables sont complètement laissés à eux-mêmes. On leur donne de la bouffe par des câbles, donc il n'y a aucun contact. Comme les koalas, en quelque sorte. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais parce que le koala n'est pas vraiment en disparition, tandis que le diable de Tasmanie, oui. Alors, il y a des parcs, on peut aussi en voir comme dans les zoos, hein, mais là, c'est différent. On ne peut pas aller les voir, on peut pas, c'est complètement fermé, personne ne peut s'approcher d'eux. Donc, eux, ils n'ont pas la maladie, ceux qu'on met là-dedans, ils n'ont pas la maladie, et donc on espère qu'un jour, on trouvera une solution à ce cancer. Et donc, on aura une réserve de diables qu'on pourra remettre dans la vie sauvage normale, n'ayant pas la maladie. Mais enfin, on ne sait pas. Et on sait d'où il vient ce cancer ? Alors, ça a pris très longtemps à l'identifier. Ben non, pas vraiment. On a trouvé ce que c'était. C'est un cancer. Alors, ils se mordent entre eux quand ils mangent et quand ils forniquent. Et donc, ils se font des cicatrices et c'est comme ça qu'ils se le transmettent. Ah oui, c'est contagieux. C'est contagieux, voilà, tout à fait. Mais ça a pris plusieurs années de savoir ce que c'était. Là, c'est une tumeur faciale, c'est horrible. Le pauvre diable, il a la gueule qui devient comme ça et il ne peut plus manger. Parce que c'est tout, tu vois, sa mâchoire et tout, alors il ne peut plus manger. Et donc il meurt de faim en fait. C'est un grand problème. Mais enfin, bon, la Tasmanie, il n'y a pas que les diables. On est quand même 500 000 habitants. Hein, évidemment, par rapport à l'Australie, on est l'enfant pauvre. Hein, mais
Et on a une densité qui ressemble un petit peu à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on est l'île est à peu près 2 fois plus grande, et on est à peu près 2 fois plus de gens. Donc au niveau densitaire, au niveau de la démographie, si je puis dire, on n'est pas les uns sur les autres, c'est pas Sarcelles. Hein. C'est Culturel, oui et non. En fait, pas vraiment. Hein. Il y a des enclaves culturelles, mais les populations autochtones en Tasmanie ont été massacrées. Donc il n'y a plus d'aborigènes purs. Il y a des descendants des métissages, voilà. Ils ne sont pas très nombreux. Et au niveau culturel, comme par exemple à Sydney ou à Melbourne, où il y a des grandes communautés italiennes, grecques, libanaises, asiatiques, enfin toutes sortes de choses, la Tasmanie est restée vraiment 30 ans en arrière pour ça. Et en fait, c'est un îlot de caucasiens anglo-saxons bon ton. Hein, bon ton, bon genre, où il y a des influences, certainement, mais dès qu'on va dans les campagnes, c'est pas l'Australie cosmopolite, urbaine qu'on trouve dans les grandes villes australiennes, pas du tout. Hein, c'est vraiment l'Australie du pionnier, quoi, du colon, oserais-je même dire. Et toi, tu es français, donc il y a une communauté francophone? Alors oui, très peu, elle est très petite, hein, elle est très petite. Même dans toute l'Australie, elle est très petite. Je crois qu'il y a environ 30 000 Français qui sont inscrits au consulat, enfin à l'ambassade et au consulat, alors que les communautés italiennes, ils sont 2 ou 3 millions. Je veux dire, les Français s'exportent plutôt mal. Et à l'époque où ils pouvaient venir, où tout le monde pouvait venir, dans les années 70, où c'était facile, il suffisait de venir et voilà. On vous donnait du boulot, on vous mettait vos papiers en règle, aussi sec que mou, quoi. Mais les Français, à ce moment-là, la France allait très bien. Très bien. Donc les Français, ils n'avaient pas envie, à part quelques hurluberlus dans mon genre, ils n'avaient pas du tout envie d'aller en Australie alors qu'ils étaient très bien chez eux. Mais alors maintenant que la France, c'est moins bien, disons, enfin, c'est disons, c'est plus complexe, pour employer une litote, alors ils voudraient bien venir, les Français, ils voudraient bien venir par milliers, mais alors maintenant c'est très difficile. Et voilà. C'est horriblement difficile, il faut avoir des métiers précis, enfin, ou alors beaucoup d'argent. Bon, c'est pas les États-Unis non plus. Je ne sais pas très bien comment ça se passe avec les États-Unis, mais enfin on a quand même des boat people sans arrêt. Hein. Évidemment, on n'a pas le problème des États-Unis avec le Mexique et ça, mais enfin, c'est pas simple de venir en Australie, c'est pas simple. C'est possible, mais c'est pas simple. On prend environ 150 000 par an, mais assez curieusement, on perd aussi 150 000 personnes par an qui vont, eux, vivre en dehors de l'Australie, en particulier qui vont au Canada. Alors l'économie, ça va, ça vient. Hein. Ça va, ça vient. L'Australie est un pays membre de l'OCDE, membre du G20, industrialisé. Et puis surtout, c'est un peu comme la Nouvelle-Calédonie, mais à une échelle, au point de vue minéraux, c'est de la folie. On a les plus grandes réserves de fer du monde, les plus grandes réserves de bauxite du monde, les plus grandes réserves d'uranium du monde. On a les plus grandes réserves de sable dont on ne l'utilise pas encore beaucoup, mais le jour où on va faire des moteurs en céramique, on a le sable, on ne sait même pas combien on en a. On a du gaz naturel, c'est bon. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne suis pas un économiste, mais il y a beaucoup de gens qui disent que l'Australie vit peut-être dans une certaine mesure, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie, quoi, sur un boom minier, mais en fait, le jour où le boom minier va se tarir, il y aura un réveil comme après une sérieuse cuite. Hein, une gueule de bois. Ça pourrait arriver ici aussi très vite. Alors, oui, non, mais voilà, même combat, quoi. Hein. Voilà. Si on parlait de cinéma. Eh bien, parlons de cinéma. Parlons de cinéma.